Tu sais, on se pose souvent des questions existentielles du genre d'où vient vraiment l'inspiration? La créativité pure, je veux dire. Bah, c'est la grande question, ouais. D'où vient cette capacité de créer des choses qui, au final, vont nous amener à en créer d'autres? Et surtout, dans quel but? Exactement. Est-ce qu'on est à l'origine de nous-mêmes ou est-ce qu'on est simplement la création de quelque chose qui nous dépasse complètement? C'est vrai que quand on regarde les modèles classiques, on a tendance à penser que le cerveau produit tout seul. Ouais, mais notre plongée d'aujourd'hui va sérieusement bousculer cette idée. Et on a une pile de sources assez incroyables pour ça. Ah, ça c'est clair. On parle de travaux de biophysique super pointus, de textes sur la médecine dite vibratoire, et même d'analyses de documentaires sur des phénomènes inexpliqués, comme le film Lumière. Sans oublier ces fameuses théories sur les champs morphogénétiques. Bref, la mission aujourd'hui, c'est de comprendre comment on peut se reconnecter à notre dimension invisible pour évoluer, plutôt que de rester, tu sais, piégé dans la matière pure. Ce qui est loin d'être gagné dans notre société hyper matérialiste, hein. C'est sûr. Ok, décortiquons tout ça. D'habitude, la science cherche des réponses en regardant dans un microscope. Mais là, on va plutôt s'intéresser au code source de notre réalité. Et pour commencer, les documents nous plongent directement dans les travaux de Mimi Pinel et de Jacqueline Bousquet. Ce sont des chercheurs qui expliquent que notre dimension n'est pas juste, qu'elle n'est pas un bloc unique, elle est faite de 3 strates. 3 strates, d'accord. Donc pas juste la matière physique qu'on peut toucher. Tic. Et enfin, une troisième dimension qui réunit les deux. Et c'est dans celle-là qu'on évolue, c'est ça? Dans ce mélange d'éthérique et de matériel. Exactement. Sauf que dans notre civilisation matérialiste, on s'est complètement détourné de cette dimension non-matière. On l'ignore totalement. C'est l'analogie de la simulation ou du jeu vidéo qui revient souvent dans nos sources, non? Le personnage qui veut comprendre pourquoi il existe. Ouais, c'est tout à fait ça. Imagine un perso de jeu vidéo qui prend conscience de lui-même. Son premier réflexe, ça va être de se retourner vers le hardware, le matériel, quoi. Genre, il essaye de démonter la carte mère et les câbles pour trouver un sens à sa vie virtuelle. C'est ça. Il gratte l'écran, il décortique le processeur, et c'est exactement l'erreur de notre science actuelle avec la matière physique. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que c'est comme essayer de comprendre la beauté d'une symphonie en fracassant un piano à coups de marteau, juste pour voir comment les touches sont fabriquées. Si on relie ça à une vision plus globale, chercher des réponses uniquement dans le hardware, c'est une impasse. Le processeur, il te dira jamais quelle est l'intention du programmeur. Donc, le vrai chemin d'évolution, ce serait quoi pour ce personnage PG? C'est l'évolution de sa conscience. C'est quand il commence à piger que la source de ce qu'il est, c'est pas le matériel, c'est un esprit créatif, une intention, un désir de créer un personnage qui va évoluer dans un jeu. Et dès qu'il s'ouvre à cette idée, il y a une connexion qui se fait. Exactement. Il comprend qu'il y a une dimension par laquelle il peut communiquer avec cet esprit créatif. Et là, le créateur va s'intéresser un peu plus à lui. S'il le juge suffisamment évolué, il va l'aider à monter les échelons du niveau du jeu. En lui donnant des nouvelles capacités, des nouveaux pouvoirs, ce genre de choses. Ouais, le programmeur va mettre des cadeaux sur son chemin pour lui permettre d'acquérir ses capacités. Mais sans être trop intrusif, sans casser les règles du jeu en fait. C'est une perspective super élégante. Mais, parce qu'il y a un mais, ça soulève un gros problème. Si on doit écouter ce programmeur, se connecter à cette dimension invisible, pourquoi on est si obsédé par le hardware? Parce qu'on est biologiquement englué dedans, Englué, c'est-à-dire? les sources abordent un concept qui s'appelle la gastronomie de la chute. L'idée, c'est qu'on fonctionne avec une énergie très dense, très sale, biologiquement parlant, Tu parles de l'alimentation, là? surtout du glucose. Le fonctionnement de notre corps repose majoritairement sur la combustion du sucre. En alchimie, c'est assimilé au plomb. C'est lourd, c'est dense. Ah ouais, donc notre métabolisme de base serait un obstacle. En fait, brûler du glucose génère un énorme stress oxydatif. Ça crée un bruit électromagnétique constant au niveau cellulaire. C'est comme essayer de capter une station de radio classique, mais avec un générateur diesel qui tourne à fond juste à côté. Le signal de la radio est là, mais le fracas du moteur couvre tout. C'est exactement ça. Et selon les documents, quand on applique une privation volontaire, comme un jeûne initiatique par exemple, le corps est forcé de couper ce générateur diesel. Il passe sur quoi, du coup? Il bascule sur les corps cétoniques, les cétones, toujours dans cette vision alchimique. C'est comme passer du plomb à la quintessence. Ce silence métabolique change tout l'environnement électromagnétique de nos cellules. Et c'est là que l'ADN entre en jeu? Ouais, sans ce bruit de fond, notre ADN se mettrait à fonctionner comme un véritable laser biologique. Il émet des biophotons, de la lumière, et devient capable de se réaccorder sur la source,
la non-matière. Ce qui nous amène à l'un des cas les plus extrêmes de notre pile de documents, la transcription de ce documentaire « Lumière ». Ça parle d'inédit, le fait de vivre sans nourriture physique. Le cas de Prahlad Jani, oui. C'est fascinant. Pour ceux qui ne connaissent pas, on parle d'un yogi indien de 78 ans qui a été observé par l'armée indienne. Pas juste dans une grotte, dans un hôpital sous haute surveillance. Et les médecins militaires ont conclu qu'il vivait depuis plus de 70 ans sans nourriture physique ni eau. C'est un truc qui défie complètement la physiologie classique. Son corps fonctionne en circuit fermé parfait. Ils ont même constaté que ses organes avaient la vitalité d'un jeune homme de 25 ans. Et lui, il explique ça comment? Il dit qu'il vit de l'énergie pranique, en gros de la lumière. Il capte directement l'information de la dimension non-matière sans passer par la case glucose ou digestion. Bon, attends, je fais une petite pause ici pour rationner tout le monde. Le but, c'est pas d'arrêter de manger dès demain pour avoir de l'inspiration. Ça me paraît un peu extrême et franchement dangereux. Ah, bah oui, ne faites surtout pas ça. Ce qui est fascinant ici, c'est que l'inédit n'est pas le but à atteindre pour le commun des mortels. C'est juste une preuve par l'extrême. Une preuve de quoi exactement? Une preuve que la conscience peut littéralement ordonner la matière. Que le software peut prendre le contrôle total du hardware si les conditions sont réunies. D'accord, je vois. Donc on n'a pas besoin de jeûner pendant 70 ans pour voir que l'invisible agit sur le visible. Il y a des exemples disons, plus accessibles. Oui, tout à fait. Les documents citent une expérience en double aveugle menée par le docteur Dean Radin. Et là, on parle de chocolat, c'est beaucoup plus sympa. Ah, le chocolat, je valide carrément. Qu'est-ce qu'il a fait, Radine? Il a pris du chocolat noir tout à fait normal et il a demandé à des moines expérimentés de projeter une intention de joie et de bonheur dessus, juste par la pensée. Ensuite, on a donné ce chocolat à des volontaires et un autre chocolat neutre à un groupe de contrôle. Et j'imagine que la chimie du chocolat n'avait pas changé d'un poil. Exactement. Sur le papier, c'était la même matière. Sauf que les personnes qui ont mangé le chocolat informées par les moines ont rapporté une amélioration significative de leur humeur. C'est dingue. Donc, une simple intention projetée a modifié la façon dont la matière a interagi avec eux. Voilà, la matière est complètement malléable par l'invisible. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? Si notre ADN est une antenne et que la matière réagit à la conscience, qu'est-ce qu'on capte exactement comme information venant de ce fameux créateur? Génétique. Les champs morphogénétiques, c'est l'idée que la nature a une sorte de mémoire collective, c'est ça? C'est l'idée que les comportements et les formes créent des champs invisibles. Des champs qui influencent le monde physique. Selon cette théorie, l'univers tout entier est conscient. Les sources vont jusqu'à dire que le Soleil, par exemple, pourrait fonctionner comme un neurone géant dans un immense réseau galactique. Un genre de grand Wi-Fi cosmique, quoi. Ouais, un réseau qui nous enverrait des informations. Et c'est là que les documents abordent le sujet des indices laissés par le programmeur. Ah, tu veux parler des crop circles, les fameux cercles de culture. Franchement, quand j'ai vu ça dans les sources, j'ai fait un bond. On passe de la biophysique à des dessins dans des champs de blé. Je sais, le grand écart paraît immense. Mais les sources ne parlent pas des canulars faits avec des planches de bois. Elles se penchent sur les formations inexplicables. Genre celui de Chilbolton en 2001 ou The Spine en 1990. Exactement. Et elles ne les analysent pas du tout comme des traces de soucoupe volante. Elles les voient comme des corrections de trajectoire. Des messages hyperdimensionnels envoyés par les dimensions supérieures. Mais pourquoi dessiner dans des champs? Pourquoi ne pas envoyer une équation mathématique claire? Parce que notre mental analytique bloquerait l'information. Ces géométries complexes, ce sont des unités de sens très compactées. Elles sont conçues pour contourner notre mental et parler directement à notre ADN. Donc, ce serait ça les fameux cadeaux du programmeur, des sortes de mises à jour logicielles envoyées discrètement sur notre planète pour nous faire évoluer technologiquement et spirituellement? C'est la théorie, ouais. Prouver qu'il y a un esprit créatif qui dialogue avec nous. Ok, mais on ne peut pas juste attendre qu'un dessin apparaisse dans un champ pour télécharger la mise à jour. Comment on fait pour se connecter activement à ce réseau fratonnaire? C'est là qu'interviennent les protocoles fréquentiels. Les sources parlent de pratiques comme l'harmonisation OM-RAM. OM-RAM, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un travail sur l'eau de notre corps. Tu sais qu'on est constitué majoritairement d'eau. Et cette eau forme ce qu'on appelle des domaines de cohérence. Elle peut mémoriser des chocs, des traumas, du bruit électromagnétique. Donc on doit nettoyer l'eau de notre corps. Voilà, en réinjectant de la lumière par l'intention avec les 7 fréquences ou couleurs du spectre lumineux. L'objectif, c'est d'effacer les mémoires de douleur et de nous reconnecter à la matrice originelle. De nettoyer l'antenne, en gros. Et une fois que l'antenne est propre et qu'on capte ce fameux Wi-Fi de la dimension non-matière, comment on télécharge vraiment l'information? Par l'art,
L'inspiration, la créativité, L'art comme outil technologique de connexion? tout à fait. C'est présenté comme la façon la plus pure et la plus humaine de s'élever au-dessus de notre condition matérielle. Et là, on arrive à cet exemple suprême tiré de l'une de nos sources. C'est une vidéo datée du 30 avril 2026. L'auteur documente une performance ahurissante. Une improvisation au piano, c'est ça? Ouais, l'individu s'assoit et il joue un morceau magnifique, d'une complexité incroyable. Sauf que, et c'est là tout le truc, cet homme n'a absolument aucune connaissance des notes de musique, il ne connaît pas le solfège, il n'a jamais pris un seul cours de piano de sa vie. Classiquement parlant, c'est juste impossible. Le cerveau ne peut pas sortir ça de nulle part. Exactement. C'est comme si, enfin, ça me fascine, c'est comme s'il s'était branché directement sur le cloud de l'univers, tu vois. Il n'a pas appris le code, il a juste laissé le programmeur jouer à travers son avatar. Et c'est exactement ce que dit Jill Pools, la femme de Rupert Sheldrake, qui est aussi citée dans les textes. Elle explique que chanter, faire de la musique ou créer de l'art en général, ça permet d'entrer en résonance directe avec le monde éthérique. Donc le cerveau n'invente rien, le hardware ne crée pas l'art. Non, le cerveau se contente de recevoir l'information depuis le champ morphique, à condition que l'individu lâche prise. C'est fou de se dire qu'on n'est pas à l'origine de nous-mêmes finalement. L'inspiration créative, ce serait la preuve tangible, mécanique, qu'on communique avec cet esprit créatif. Et ça change tout. Si tu comprends ça, t'arrêtes de démonter l'ordinateur pour comprendre le jeu. Ouais, ça résume parfaitement notre voyage d'aujourd'hui. S'acharner à décortiquer uniquement la matière, ça nous rend littéralement aveugles à la vraie nature de la réalité. Il faut alléger notre densité, nettoyer notre antenne biologique, notre ADN, et accepter ce flux d'informations. Et surtout, utiliser l'art et la créativité comme des ponts pour dialoguer avec cette dimension non-matière. C'est pas juste du divertissement, c'est de l'évolution pure. Exactement, c'est le fameux téléchargement de la mise à jour dont on parlait. Ce qui nous laisse avec une dernière réflexion, assez vertigineuse quand on y pense, pour ceux qui nous écoutent méditer un peu là-dessus. On t'écoute. Si une personne ordinaire peut improviser parfaitement au piano sans jamais avoir appris à en jouer, simplement en se connectant à cette dimension invisible, Ouais, quels autres talents phénoménaux, quelles autres capacités de guérison ou de compréhension scientifique dorment en ce moment même dans notre ADN? Ils attendent peut-être juste qu'on arrête de démonter frénétiquement le hardware pour enfin écouter la musique du software.